Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dès l'aube des civilisations, la notion des droits de l'homme est apparue. Depuis 200 ans, les textes qui fondent et garantissent les droits de l'homme deviennent de plus en plus précis, de plus en plus pointus. Après la déclaration de 1789, la Charte des Nations Unies, datant de 1948, fait désormais office de référence. Pourtant, même les grands principes qui nous semblent acquis posent encore des problèmes, ici et maintenant. Moi, je crois encore une fois que les inégalités se trouvent surtout dans la tête des femmes, quoi. Je pense que c'est elles qui doivent comprendre que entre un homme et une femme, il n'y a absolument aucune différence. Et que c'est vrai, souvent, quand on assiste à des conversations, c'est souvent les hommes qui prennent la parole, parce que les femmes sont souvent dans l'ombre. Même si elles jouent un rôle important, elles se mettent moins en avant que les hommes. Et je pense que ça, c'est plutôt dû à une éducation, justement, du fait que les hommes sont beaucoup plus valorisés. Ils se mettent plus facilement en avant que les femmes qui, elles, sont beaucoup plus discrètes et plus effacées. Avec la Révolution de 1789 commença le grand rêve féministe. En 1791, Olympe de Gouges fera paraître sa Déclaration des droits de la femme. Elle finira guillotinée sous la Terreur en 1793. Pendant près d'un siècle, les droits de la femme n'évolueront pas. Napoléon même instaure en 1804 l'incapacité juridique de la femme mariée. La naissance de l'industrie enverra littéralement les femmes à l'esclavage, avec des journées de 13 heures de travail en moyenne, dans des conditions inhumaines. Ce n'est qu'après la Révolution de 1848 qu'apparaîtront les premiers mouvements féministes. Droit à l'instruction, droit à la paternité, droit de vote, droit à un salaire égal. Ces revendications coûteront la liberté et parfois la vie à plus d'une féministe. C'est vrai que quand on y repense, on a toujours l'impression que ces femmes étaient des espèces de fanatiques, un peu extrémistes, qu'elles exagéraient.
Mais c'est vrai qu'il y avait tellement de choses, tellement de droits, tellement de reconnaissance à conquérir que, bon, je crois que si maintenant on vit dans une société plus ou moins acceptable, c'est justement parce qu'il y a eu des luttes à tous les niveaux, je veux dire, lutte pour le suffrage des femmes, mais aussi pour le suffrage universel, tout simplement. Le début du XXe siècle verra le combat des femmes se développer. C'est l'époque des suffragettes réclamant le droit de vote. 1914. La Première Guerre mondiale éclate. Les hommes partis au front, la femme a enfin l'occasion de s'affirmer. Son émancipation commence. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'incapacité de la femme mariée est enfin abrogée. Mais ce n'est pourtant qu'en 1948 que les femmes en Belgique obtiendront le droit de vote. La lutte ne s'arrête pas pour autant. L'égalité des salaires et le droit à la contraception n'apparaîtront qu'au début des années 70. Et le droit à l'avortement se fera attendre longtemps. Personne ne nous impose de nous sentir inférieurs à l'homme. Tout ça, ça se passe dans notre tête. Il n'y a pas une fatalité, il n'y a rien qui est au-dessus de notre tête. Une autorité supérieure, un pouvoir suprême qui nous dicte de nous mettre justement à genoux. Le fait de se redresser, de se mettre debout, ça ne dépend que de nous-mêmes. Je pense que de la liberté d'expression découlent toutes les autres libertés. Je pense que dans un pays, lorsque la liberté, par exemple le droit de la femme ou bien la liberté d'enseignement ne sont pas respectées, mais qu'il existe malgré tout la possibilité de s'exprimer, je pense que tout cela peut s'arranger. Et par conséquent, ça les améliore indirectement. La liberté de la presse naquit avec la Révolution de 1789. Cette liberté nous indique, comme le mercure d'un thermomètre, l'état de la liberté d'expression. À peine instituée, elle disparaît déjà. C'est la terreur. Il lui faudra longtemps pour redresser la tête. Sous Napoléon, elle n'existe pas. Journaux, tracts, manifestations, tout est fortement réprimé par la police. La liberté d'expression revient en France avec la Révolution de 1848 pour s'évanouir aussitôt. Le début du XXe siècle lui donne une nouvelle chance. Mais les guerres successives reconduisent la censure et le délit d'opinion peut être passible de la peine de mort. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un grand paradoxe. Il faut évidemment savoir si on peut tolérer l'intolérance. Si on peut donner la liberté d'expression aux gens qui précisément sont contre la liberté d'expression. Et là, je pense en fait que c'est un exercice législatif qui est très difficile à faire. À la fin de la Seconde Guerre, la liberté d'expression reprend tout son sens dans le monde occidental. Mais les États communistes ne desserrent pas leur étreinte. Il n'y a de parole qu'officielle. Avec les décolonisations revient la raison d'État et son cortège d'informations censurées. La liberté de la presse ne se porte bien que lorsque le monde tourne rond. À une époque où l'audiovisuel a un pouvoir absolu sur l'information, il est plus que jamais nécessaire de tout faire pour conserver une information pluraliste essentielle à nos démocraties. Le but de la démocratie, c'est le dialogue. Je crois que par le dialogue, on arrive à régler beaucoup plus de choses qu'en clouant le bec aux opposants au régime. Mais le fait que seule une élite puisse accéder à un enseignement de qualité est certainement une injustice flagrante, certainement dans le cadre des droits de l'homme. Mais le problème, c'est que notre société actuelle est basée sur l'élitisme et que c'est le struggle for life un peu partout, que ce soit dans l'école ou dans la vie réelle. Mais c'est toujours les mêmes qui ont les mêmes chances, et les autres doivent se battre pour y accéder. Depuis que Danton s'exclama qu'après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple, 2 siècles se sont écoulés. Pourtant, le droit à l'instruction n'a pas été de soi.
Napoléon, par exemple, négligea l'enseignement primaire et préféra fonder des lycées, créant parallèlement un système de bourses pour les enfants pauvres. Sous la Restauration, le clergé essaya de reconquérir un rôle prédominant dans l'enseignement. De là date la lutte entre laïcs et clergé pour deux conceptions alors radicalement différentes de l'école. La société industrielle renforça le développement de l'enseignement primaire, visant à donner la base d'éducation minimum aux ouvriers. C'est à cette époque que l'on créa dans les usines des salles d'asile destinées à recueillir les enfants des femmes prolétaires. C'est ainsi que sont nées les écoles maternelles. Mais la différence existait justement pour permettre aux classes aisées de garder les ouvriers dans l'ignorance et les empêcher de réfléchir par eux-mêmes, mais ce qui ne les a pas empêchés de se révolter. Parce que justement, quelques-uns ont eu la chance d'accéder à la connaissance et de pouvoir aller de l'avant et demander les changements. D'un côté, il y avait donc un enseignement élémentaire réservé aux ouvriers et à leurs enfants, tandis que d'un autre côté, on développait un enseignement secondaire auquel n'avaient accès que les classes aisées. C'est en 1914 que l'instruction devint obligatoire en Belgique. Et ce ne sera qu'à la fin du conflit que l'enseignement commencera à se démocratiser. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le droit à l'instruction soit réellement accessible à tous, sans discrimination sexiste ou sociale. Même si le droit à l'instruction figure depuis 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il reste que le taux d'analphabétisme est encore de 5% dans notre population. Et je crois que grâce à l'enseignement, justement, différentes données vous sont proposées, vous pouvez les comparer, vous pouvez former votre esprit et comparer avec d'autres pays, avec d'autres cultures. Et alors, par ça, justement, on peut plus facilement contester et se dire « mais c'est pas si bien que ça, finalement, ce qu'on nous dit, c'est pas vrai ». Et aller de l'avant et exiger des réformes, quelles qu'elles soient. Les droits de l'homme n'existent pas que sur le papier. Ils ne sont pas discutés que philosophiquement dans des cénacles de la pensée. Ils se vivent aussi au quotidien. Nous avons laissé tourner notre caméra au même endroit, dans la même rue, pendant une journée entière. Nous voulions vérifier sur le terrain comment se portent les droits des gens. Chacun a son histoire personnelle. Nous en avons déniché quelques-unes. Le droit au travail, vous savez, on a le droit à la vie, mais au travail, est-ce que c'est un droit? Le droit différent? Non, je ne pense pas avoir des droits différents. Bon, tout ce que je pense et tout ce que je veux, c'est une opportunité de trouver un travail quelconque, surtout intéressant. À mon avis, oui, je pense être assez laissé pour compte, ainsi que la plupart des gens qui sont à peu près dans ma tranche d'âge, à partir de ma tranche d'âge plutôt, allons-y carrément. Moins de droits que les autres? Non. Peut-être plus, parce que moi je finis par voir tout de beaucoup plus loin. Un poste d'observateur Oui. C'est parfois amusant. Ah oui? C'est quoi votre rêve là aujourd'hui? Faut foutre le camp, n'importe où. Ça faut de l'argent. On cherche à valoriser le jeune, très jeune danseur, mais il est complètement utilisé, bafoué, et personne n'en sait rien. Et après, à 40 ans, ils sont dans la rue avec tous leurs problèmes. J'essaie justement de ne plus être révolté, parce qu'on ne vit pas révolté. J'ai vécu révolté ces 2 dernières années, ça ne m'apporte rien. Parce que c'est se révolter c'est se taper contre un mur. Et le mur, en fait, c'est nous. Je vis trop le monde, j'ai déjà fait 2 fois le tour du monde avec les tournées et tout. Je ne vis pas dans un pays, je n'appartiens pas à un pays, j'appartiens à la planète, oui. Je suis très intéressé par l'homme, en fait. Qu'est-ce qui vous choque? Beaucoup de choses me choquent. Mais je suis intéressé justement par ça, je veux dire. Moi en premier, je veux dire. Je suis mon premier choc.
On peut très bien s'habiller à la belge et garder sa propre religion. On n'est pas obligé de la montrer, quoi. On n'est pas obligé de se voiler, ni de se... Je suis habillée à la belge, je travaille avec des Belges, mais je suis ma religion. Et comment vous réagissez quand on vous dit ça, sale bougnoule? Ben, je réponds de ce qu'il fallait, quoi. On m'a traité de sale bougnoule et que les bougnoules ils avaient du travail et les Belges pas. Ben, moi, je lui ai dit, vous avez qu'à travailler comme les bougnoules, quoi. Premièrement, je serais répudiée si je prends un Belge ou... Et puis, je ne pourrais pas faire du mal à mes parents. Parce que, étant que je suis musulmane, je dois prendre un Marocain. Et si ça vous plaît pas de prendre un Marocain, que vous tombez amoureuse d'un Belge? Il faut l'éviter, mais... Vous êtes traitée comment là-bas au Maroc? Ben, comme étrangère aussi. Deux fois étrangère? Deux fois étrangère, ici et là-bas. Et c'est difficile à vivre, alors? C'est difficile à vivre, oui. Ils sont déjà venus voir de l'hygiène, ils ont condamné, ils ont dit, mais monsieur, comment vous restez ici? Ouais. Les nouveaux logements sociaux, vous pouvez vous renseigner, y aller. C'est des 10, 12 000 francs pour un flat. Un flat convenable, mettons, c'est 10, 12 000 francs. Il y a une place, petite cuisinette et une douche. Comment est-ce que vous voulez qu'un pensionnaire qui touche 17 000 donne 12 000 francs, même 9 000, même 10 000, c'est impossible. Alors, quand ça va pas du tout, je m'adresse donc à la CPAS, mais vu que j'ai la pension garantie, ils ne veulent plus intervenir. Ils disent donc qu'ils ne savent plus rien faire. Je touche une pension, je dois tirer mon plan avec cette pension. Il n'y a qu'une chose, l'hospice. Ça, c'est le dernier de tout, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ça ira mieux, je me dis toujours. Espérons-le. Parce que si on pensait à tout, alors ça vaut plus la peine. En fait, je crois quand même que tout ce qu'on a vu là, ça prouve quand même qu'il y a toute une série de malaises dans la société et que même si la démocratie est respectée chez nous, il y a des tas de droits qui ne sont pas acquis, comme le droit au logement, le droit à un travail convenable, etc. Parce que justement, on vit dans une société où il y a encore énormément de choses à faire. Il faut se battre constamment sur tous les fronts, il y a beaucoup de choses à faire. Et cette façon de se désintéresser, c'est une solution de facilité. C'est maintenant qu'on sait faire quelque chose parce qu'on est jeune, on a le temps. On a encore plein d'idéaux et on peut lutter pour... Disons, on a les idéaux, mais on n'a pas le pouvoir. Mais ce que je déplore, c'est que souvent, les premières victimes sont les premiers aussi à se résigner. Et ça me semble tout à fait insupportable. Elles ne se résignent pas quand même, pas tous. Les gens qui sont emprisonnés pour avoir émis une opinion différente de celle du pouvoir, toujours entre guillemets, elles ne se résignent pas, elles ne disent pas on n'abaisse pas les bras, elles continuent. Je crois qu'effectivement qu'il ne faut jamais croiser les bras et que, bon, on a l'impression parfois que les choses s'améliorent, mais il faut sans cesse, disons, s'adapter aux nouvelles circonstances. Et les droits de l'homme, c'est quelque chose qui doivent être respectés, mais qui doivent toujours être défendus parce qu'il y a toujours de nouveaux... Oui, il reste beaucoup à faire. Comment être assez sûr de soi pour ne pas abdiquer un seul mot des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme? D'autant que les sociétés démocratiques doivent faire face à de nouvelles menaces qui mettent en péril les droits de l'homme. Il existe une révolte poussée à l'excès, utilisant la terreur comme arme principale. C'est le terrorisme. Celui-ci essaie de pousser nos sociétés au bout de leur logique et de les faire entrer dans un cycle de répression qui devrait aboutir, disent les terroristes, à montrer le véritable visage de la démocratie. Terrorisme de groupuscules ou terrorisme inspiré par des États, il pose néanmoins de vraies questions à la démocratie. Comment s'en débarrasser sans tomber soi-même dans le piège de la rétorsion? Doit-on répondre au terrorisme avec ses armes? Doit-on concevoir de nouvelles lois, de nouveaux systèmes sécuritaires qui protègent le citoyen, mais qui réduisent ses libertés? Les enjeux de la recherche scientifique sont importants pour l'humanité et ne seront pas sans conséquence sur la façon dont nous vivrons à l'avenir.
Les biotechnologies doivent-elles être limitées par un cadre éthique? Que deviendra la génétique si on l'exploite à l'extrême? Quel sera l'avenir des millions d'embryons humains congelés? Doit-on sacrifier l'environnement à l'industrie chimique? Comment peut-on contrôler la recherche médicale ou technologique sans pour autant la freiner? Ces questions sont nouvelles et leurs enjeux dépassent tout ce que la science a produit jusqu'ici. Notre futur dépendra en grande partie des réponses que nous pourrons leur donner. La résistance aux montées des intolérances est une des grandes questions de cette fin de siècle. Ici, ce sont des groupes de pression, des pays ou des religions qui s'arrogent le droit de décider ce qu'il faut lire ou ne pas lire, voir ou ne pas voir. Là, ce sont des leaders politiques, des partis qui, en niant l'histoire, favorisent les idées antisémites, banalisent les génocides, édulcorent les crimes contre l'humanité. Comment la société civile, dans une société démocratique, pourra-t-elle préserver son droit à être considérée comme pleinement responsable de ses choix philosophiques, éthiques ou culturels? Comment, en d'autres termes, s'arranger avec la phrase de Saint-Just? Peut-on laisser la liberté aux ennemis de la liberté? Nos sociétés, dont on dit qu'elles roulent de plus en plus à deux vitesses, génèrent aussi leurs exclus. La marginalisation guette ceux qui sont les plus faibles, les moins instruits, les moins intégrés. Ces exclusions favorisent la renaissance des mouvements et des idées d'extrême droite. Racisme, incompréhension, intolérance en sont les indices les plus voyants. Les démocraties seront-elles assez vigilantes pour régir les questions de l'immigration, du chômage, pour permettre l'expression du droit à la différence, sans donner de gages aux idées totalitaires, sans déroger à leurs principes, sans s'éloigner de l'état de droit? Le droit de vote est la première des libertés d'expression. Pourtant, on dirait que sa valeur symbolique et fondamentale est de moins en moins prise en compte par les citoyens des pays démocratiques. Ailleurs, pourtant, le vote est considéré comme une première libération. Ce qui est en cause, c'est le rapport du citoyen à l'État. Doit-on réapprendre le sens civique? Les gouvernements doivent-ils consulter beaucoup plus les citoyens avec des moyens nouveaux, comme par exemple le référendum? Une société démocratique peut-elle se permettre de laisser se creuser un fossé entre ses représentants politiques et ceux qui devraient les contrôler? C'est un des grands débats d'aujourd'hui. Les écarts entre mondes développés et sous-développés vont grandissant. Pourtant, dans un monde qui n'est plus qu'un vaste village planétaire, les interactions et les dépendances entre Nord et Sud sont de plus en plus évidentes. La dette écrase les pays pauvres. Les sociétés à prétention démocratique peuvent-elles rester au balcon de la misère et de la pénurie? Doivent-elles se contenter d'établir autour d'elles une espèce de cordon sanitaire qui pourrait bien un jour les étrangler? Ou bien doivent-elles donner aux pays du Sud les conditions de développement économique garanties de plus de liberté publique et politique? Devant tous les enjeux qui se posent aux droits de l'homme, on se demande vraiment si 30 articles sont suffisants et s'il ne faudrait pas en ajouter d'autres. Ce qui est sûr, c'est que demain, ce seront les citoyens, plus encore que les États, qui feront avancer les droits de l'homme. Alors, nous avons inventé 3 nouveaux articles pour 3 autres questions brûlantes. Toute personne a droit à un environnement écologique préservé où elle puisse vivre et se développer harmonieusement. De la même façon, toute personne a le devoir d'entretenir et de protéger son environnement, considéré comme patrimoine commun de l'humanité.
Toute personne a le droit d'intervention pacifique à la pratique de l'aide humanitaire dans son propre pays ou à l'extérieur de celui-ci, dans le cas où les droits de l'homme y auraient officiellement été reconnus comme bafoués ou inexistants. Elle peut prendre toute initiative qui lui convienne, pour autant qu'elle ne s'exerce pas à l'encontre des buts et des principes des Nations Unies. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa pensée propre. Aussi, elle a le droit d'accès aux informations recueillies sur sa personne par quelque organisme ou service que ce soit. Voilà, il y a 25 minutes que nous parlons des droits de l'homme. Ils sont jeunes, ils n'ont que 200 ans. Que seront-ils dans 100 ans? Se seront-ils perfectionnés ou bien tellement banalisés qu'on les aura oubliés? Les droits de l'homme, en fait, nous posent une seule question. Dans quel monde voulons-nous vivre? Un monde où les inégalités vont croissant ou bien un monde plus juste, plus équitable, plus respectueux de la dignité de l'humanité et de son environnement? À cette question-là, personne ne pourra répondre à votre place. À cette question-là, personne ne pourra répondre à votre place.